On va déplier l'univers, on va essayer de voyager ensemble à travers l'espace et le temps. On va essayer de découvrir quel est notre voisinage cosmique. Alors je vous propose pour commencer d'oublier qu'on est à Paris, de vous imaginer sur une plage, tout seul, la nuit, sous les étoiles. Vous voyez ce genre de choses autour de vous. Vous aimeriez bien savoir ce qui se passe là-haut. Alors imaginez une fois de plus que nous ne sommes plus aujourd'hui mais dans le futur et que l'humanité a déjà conquis l'ensemble de ces étoiles que vous voyez au-dessus de vous. Donc vous avez des amis un petit peu partout dans l'univers. Et que fait un humain aujourd'hui lorsqu'il est dans un paysage aussi splendide que celui-ci, lorsqu'il est seul face aux étoiles? Eh bien de nos jours, un humain, il sort son téléphone portable pour appeler des amis. Vous allez téléphoner à quelques-uns de vos amis que vous avez dans l'univers pour avoir une notion de l'espace et du temps qui nous séparent des choses qui sont autour de nous. Premier ami, vous avez un ami sur la Lune. Vous l'appelez, vous faites « Allô ?» Les télécommunications, votre voix va voyager dans l'espace à la vitesse de la lumière. Pour arriver jusqu'à la Lune, ça va prendre 1 seconde. Donc votre amie, Alice, disons, est sur la Lune, elle va dire « Oui ?» et ça va vous revenir au bout de 2 secondes. Si vous avez un autre ami qui est aux alentours du Soleil, vous l'appelez « Il fait pas trop chaud ?» 8 minutes 30 pour arriver jusqu'à lui. Il va vous dire « Non, ça va, je suis bien équipé. » Vous avez donc la réponse au bout de 17 minutes. L'étoile la plus proche de la Terre après le Soleil, vous pouvez appeler un ami qui est là-bas aussi. Allô ? 4 ans. 4 ans pour revenir, donc ça fait 8 ans. Et c'est là qu'on comprend l'importance fondamentale des forfaits illimités de portable. Et c'est là aussi qu'on comprend qu'il y a un décalage entre ce que l'on voit et la distance, un rapport entre le décalage et la distance dans l'univers. En regardant là, vous pouvez imaginer, voir l'histoire de ce qui s'est passé avant nous. Vous pouvez essayer d'apercevoir des étoiles lointaines. Et vous pouvez essayer de voir parfois des étoiles comme celle-ci. On va imaginer que c'est une étoile. C'est une étoile qui a 3000 années-lumière de nous et qui a éjecté sa surface dans l'espace. Ce que vous voyez apparaître maintenant, c'est une vraie photo qui se trouve exactement à 3262 années-lumière de nous et qui a éjecté sa surface comme ça dans l'espace et que nous voyons aujourd'hui en photo comme ça. Elle s'appelle la nébuleuse de l'œil de chat. Je suis ravi de vous la présenter. Vous pouvez voir d'autres étoiles un petit peu partout qui ont explosé. Vous pouvez voir une étoile comme celle-ci. C'était à nouveau une vraie photo d'une étoile dans l'espace. Et vous pouvez vous demander où va toute cette poussière qui est là, qui a été éjecté par les étoiles. Vous regardez un petit peu partout ailleurs, vous essayez d'appeler des amis, et ils vous disent « Viens voir, j'ai trouvé un endroit extraordinaire. » Un endroit que vous voyez là apparaître, qui se trouve être un nuage de poussière d'étoiles disparues. Un nuage qui rassemble la poussière de centaines, peut-être de milliers d'étoiles qui ont explosé dans l'espace. À l'intérieur de ces nuages, il se passe des endroits, il y a des endroits particuliers, comme celui-ci, où la poussière est beaucoup plus dense. Si vous avez un ami à l'intérieur d'un de ces nuages, avec son téléphone, il peut prendre un film et vous verriez ceci à l'intérieur. Ce que vous voyez là, c'est un endroit où naissent les étoiles dans l'univers. Ce que vous voyez maintenant, c'est une étoile qui est en train de naître, en train d'absorber la poussière d'autres étoiles qui ont explosé pour se mettre à briller. Au centre de cette image, vous avez une étoile qui apparaît. Et tout autour, vous pouvez regarder, il y a un petit nuage qui va devenir une petite boule. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand les étoiles naissent, en général, elles ne naissent pas toutes seules. Il y a d'autres petites boules qui naissent avec. Et ces petites boules sont des planètes. Quasiment toutes les étoiles de l'univers ont leur cortège de planètes qui tournent autour d'elles. Alors ça, c'est un début par rapport au complexe copernicien. On n'est plus au centre de l'univers, semble-t-il, vu que la Terre le Soleil ne tourne plus autour de la Terre et ce genre de choses. De savoir que quasiment toutes les étoiles de l'espace ont des planètes autour d'elles, ça relativise un petit peu notre importance déjà par rapport à l'univers. Dans ce qui va venir maintenant, ça va être beaucoup plus compliqué de vivre sereinement face à notre place dans l'univers. Là, c'est une étoile. Imaginons que la taille du Soleil, par exemple, c'est ça, c'est un vrai film du Soleil. La plus grosse des planètes qui soit née autour du Soleil, c'est Jupiter. En comparaison, par rapport au Soleil, elle fait cette taille-là. Et si vous voulez avoir une petite idée de la Terre, Jupiter va disparaître et à la place, vous avez la Terre qui va apparaître. La voici. C'est chez nous. Et si vous regardez bien au milieu de la Terre, juste un petit peu à droite et un tout petit peu au-dessus, il y a Paris. Vous voyez ? Ça, c'est chez nous. Toutes les étoiles dans l'espace ont des tailles différentes. Notre Soleil a une taille moyenne. Il y en a qui sont beaucoup plus grosses. Maintenant qu'on a une petite idée de notre taille, revenons sur notre plage.
et remettons-nous à regarder le ciel. Est-ce qu'il y a d'autres choses plus grandes encore? C'est quoi cette bande blanche qu'on voit là? Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est la Voie lactée. Mais il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, personne ne savait ce que ça voulait dire. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, est-ce que tout le monde sait bien ce que c'est que la Voie lactée? Des gens sont partis tout autour de la Terre pour prendre des photos du ciel en entier, pour les raccrocher les unes aux autres à la fin et donner cette image-là. Si vous pouviez faire le tour de la Terre et regarder ce à quoi correspond cette bande blanche, vous verriez ça. Ça, c'est ce à quoi correspond la Voie lactée. C'est notre galaxie à nous. On n'en est jamais sorti, on est à l'intérieur. Pour sortir de la Voie lactée, il faut plus de 20 000 ans à la lumière pour arriver ne serait-ce qu'un petit peu à l'extérieur. Pour voir ça, il faut faire le tour de la Terre. Si on voulait aller au-dessus et prendre une photo du dessus, on verrait ça. On n'y est jamais allé, hein, c'est une simulation. Ça, c'est notre galaxie, c'est la Voie lactée, vue du dessus. Et le Soleil, là-dedans, il se trouve à peu près ici. Voilà. Une étoile parmi 300 milliards. On va redescendre et on va regarder un petit peu notre Voie lactée de loin. Parce que, ok, on n'est pas grand-chose, mais quand même, on habite dans un endroit qui est sacrément joli. Ça, c'est un dessin réaliste de ce à quoi ressemble notre galaxie, vue d'un petit peu loin dans l'espace. Depuis la galaxie, on a envie d'aller voir un petit peu plus loin. On sait qu'il y a 300 000 étoiles, ou 300 milliards d'étoiles dans cette galaxie. On aimerait voir un petit peu plus loin. Quand vous prenez une photo depuis l'intérieur de la galaxie et que vous essayez d'aller voir plus loin, forcément, il y a toutes les étoiles qui sont devant nous. On peut difficilement leur dire « poussez-vous » pour qu'on puisse voir ce qu'il y a derrière. Du coup, lorsqu'on essaye d'aller voir plus loin, on obtient ce genre d'image. Tous les petits points blancs que vous voyez partout, c'est des étoiles de notre galaxie à nous. La galaxie que vous voyez derrière, elle est à 2 millions d'années-lumière de nous. Elle est beaucoup plus grosse que la Voie lactée. C'est la géante dans notre petit groupe local dans l'univers. Mais est-ce qu'il y a des choses encore plus loin? Essayons de zoomer dans le noir entre ces étoiles qui sont là. Qu'est-ce qu'on verrait? On verrait ce genre de choses. Une autre galaxie. Mais ce coup-ci, les petits points qui sont tout autour, c'est plus des étoiles de chez nous. Celles qui sont chez nous, ce sont celles qui ont des petits croix sur elles. C'est un effet d'optique parce qu'elles sont trop lumineuses par rapport à ce qui est derrière. Tous les autres points que vous voyez derrière, ce sont des galaxies elles-mêmes, qui contiennent chacune entre, disons, 10 millions et 300 milliards d'étoiles. Avec autant de planètes autour, ça fait beaucoup de monde. Je vous propose de zoomer à l'intérieur du noir qui est là encore pour aller voir ce qu'on y trouve. Ce que vous allez voir maintenant, ce qui apparaît maintenant, c'est un vrai film, une vraie simulation des 400 000 galaxies les plus proches de nous. Chacune de ces galaxies est au bon endroit par rapport à là où elle se trouve en réalité, elle a la bonne forme. « 400 000 galaxies. Nous, on est une d'entre elles. La plus distante des galaxies que vous voyez sur cette petite image, elle se trouve à environ 1 milliard d'années-lumière de nous. Peut-être qu'on pourrait continuer à aller voir plus loin. Ce serait sympa d'avoir des amis un petit peu partout dans ces galaxies-là, mais on ne pourrait pas communiquer avec eux. Et deux, le temps de... Ça ferait beaucoup d'amis quand même dans un agenda, s'il y en avait un petit peu à peu près partout, dans un répertoire. Et si on allait creuser dans le noir qui est entre ces galaxies-là pour voir ce qu'on y trouve? Est-ce qu'il y a des galaxies à jamais? Est-ce que plus on continue dans l'espace, on tombe toujours sur des galaxies? L'image que vous voyez apparaître maintenant, c'est l'image la plus lointaine qu'on ait jamais réussi à avoir de notre univers. Tous ces points-là sont à nouveau des galaxies, et elles sont situées à environ 13 milliards d'années-lumière de nous. C'est la limite de ce qu'on peut atteindre aujourd'hui avec nos télescopes. Et qu'est-ce qui se passerait si on continuait à voyager dans le noir qui est là entre ces galaxies-là? Est-ce qu'on tomberait encore sur d'autres galaxies? Eh ben non, ça s'arrête. Au-delà de ça, on est dans l'enfance de notre univers. Au-delà de ça, on obtient de la lumière qui serait propagée depuis plus de 13 milliards d'années-lumière. Et bien à cette époque-là, il n'y avait rien. On arrive dans un âge sombre de notre univers, on arrive dans un endroit où il n'y avait pas encore de galaxies, pas encore d'étoiles, il n'y avait rien du tout, l'âge sombre. Et si on continue encore, qu'est-ce qu'on peut observer? Eh bien, on peut essayer d'aller voir, une fois de plus, dans les petits trous noirs entre ces galaxies, on ne tombe plus sur des galaxies. On tombe sur des fluctuations de température, on tombe sur un mur, on tombe sur un endroit où l'univers était tellement opaque, où il était tellement dense, où il y avait tellement d'énergie, que même la lumière ne pouvait pas se traverser ce mur, ne pouvait pas se propager à l'intérieur. Ce mur-là, c'est un mur qu'on voit avec nos télescopes et dont on arrive à prendre de temps en temps quelques photos. Si on regarde à quoi ça correspond à ça. Là, ce ne sont plus des étoiles que vous voyez, c'est des fluctuations de température. Un 10 millionième de degré sépare un point blanc d'un autre sur cette photo-là. C'est rien du tout. C'est rien du tout.
Et toute cette température, elle est à moins 270 degrés. C'était le froid glacial qu'on voit aujourd'hui, nous, dans l'espace, qui correspond à notre univers quand il était tout jeune. Ça, vous pouvez essayer de regarder dans l'espace. Vous pouvez vous construire éventuellement un télescope pour voir ça. Depuis votre petite plage tranquille, vous regardez dans une direction, vous regardez dans une autre direction, vous voyez ces fluctuations absolument partout dans l'univers, dans toutes les directions, les mêmes fluctuations plus ou moins qui sont à la base de la naissance des galaxies. Mais ça veut dire quoi que vous avez ce mur un petit peu partout dans l'espace? Là, on est en train de discuter de savoir s'il n'y aurait pas par hasard un petit centre dans notre univers. Alors en général, lorsque je parle de centre de l'univers, il y a toujours des personnes dans la salle qui se disent « Ah, on va enfin parler de moi, ça va être sympa ». Eh bien, ce genre d'image que vous voyez dans toutes les directions, confirme cette idée. Vous tous, vous êtes au centre de votre propre univers. Toutes les informations qui vous arrivent de l'univers correspondent à une sphère qui fait un peu plus de 13 milliards d'années de diamètre. Alors ça, c'est très agréable de savoir qu'on est un centre dans l'univers. Ce qui est un petit peu moins agréable à savoir, c'est que votre voisin aussi, tout le monde, est un centre dans l'univers. Et ça, c'est une des leçon, je pense, qui est assez rigolote dans ce que nous avons appris par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui de notre univers, c'est que où que vous regardiez dans l'espace, qui que vous soyez dans l'espace, même si vous êtes à l'autre bout de l'univers, vous êtes le centre de votre propre univers. Il y a 13,7 milliards d'années, l'apparition de l'univers sous forme de matière solide plutôt que sous forme d'ondes et d'énergie, c'est peut-être le fait qu'il y aurait plus tard des systèmes collecteurs d'informations tels que les êtres humains. Mais alors, si la conscience des êtres vivants qui observent leur environnement peut transformer les objets quantiques en matière, ne pourrait-on pas supposer que notre conscience, nos désirs et nos intentions influencent l'univers matériel autour de nous? Eh bien, un scientifique français, René Péoche, en a fait le sujet de sa thèse de doctorat. Il faut savoir que si un poussin est placé à côté d'un animal ou d'un objet mobile dès sa naissance, celui-ci considère l'animal ou l'objet comme étant sa mère. René Péoche a donc conditionné un grand nombre de poussins afin qu'ils considèrent un petit robot électrique comme étant leur mère. Ce petit robot est conçu pour générer des mouvements aléatoires grâce à un circuit électronique. Si on y attache un crayon traceur et qu'on le place sur une feuille de papier, il va donc générer au hasard des tracés chaotiques. Or, René Péoche a constaté que si les poussins conditionnés par le robot étaient placés dans une cage à une certaine distance du robot, celui-ci finissait par se rapprocher des poussins, et cela 2,5 fois plus fréquemment que ce que les calculs de probabilité avaient déterminé. Plus de 500 expériences menées avec la plus grande rigueur scientifique durant 4 ans, avec 2500 poussins, ont montré que quelque chose qui avait un rapport avec l'intention ou le désir des poussins pouvait influencer le circuit électronique du robot. Dès lors, pourrait-on admettre l'hypothèse que notre conscience ou notre subconscient possède des propriétés dépassant l'entendement ? Est-ce que vous êtes déjà posé des questions sur la nature de l'univers? Alors je ne parle pas d'un univers abstrait, je parle de notre univers, celui dans lequel on habite, celui dans lequel vous êtes vous. Est-ce que vous êtes déjà demandé de quoi était composé votre corps, l'air que vous respirez, même les chaises sur lesquelles vous êtes assis? Si jamais la réponse est oui, alors vous avez peut-être remarqué qu'il existe autour de nous des indices qui nous permettent de déchiffrer un petit peu tout ça.
Par exemple, si je prends mon verre, il y a de l'eau dedans, et que je vous le lance dessus, hop, il y en a quelques-uns qui s'écartent un petit peu. Personne dans la salle, ni nulle part sur Terre, ne s'est dit que, une fois lancé, l'eau qui vole va s'arrêter au milieu, faire demi-tour et revenir dans mon verre. Pourquoi ? Parce que nous avons tous l'intuition qu'il existe des lois dans la nature et que ces lois ne peuvent pas être violées. Le but de la physique théorique, c'est de découvrir ces lois. Et il faut admettre que nous, les humains, on est plutôt bons pour faire ça. Je vous donne juste une petite idée. Depuis Newton, on peut décrire tout ce qui se passe autour de nous. Le comportement de tous les objets, c'est bon, on sait faire. Mais depuis Newton, on est allé un petit peu plus loin. On est même rentré dans un monde qui est au-delà de nos sens, un monde dans lequel notre intuition ne marche plus. C'est un monde merveilleux, vous allez voir. En 1905, Albert Einstein nous a appris que la lumière était faite de petits paquets d'énergie. Des petits paquets, en latin, ça se dit quanta. Ce qu'Einstein avait fait avec d'autres, c'était d'ouvrir un nouveau monde, celui de la mécanique quantique, la physique quantique, le monde du minuscule, le monde des rayons lumineux. Mais voilà que si je vous propose de vous projeter en imaginaire en 1924 à Paris, il y a un jeune scientifique français qui vient de publier sa thèse. Il a 32 ans, il s'appelle Louis de Broglie et il affirme quelque chose d'extraordinaire. Calcul à l'appui, il nous dit que finalement, lumière et matière, cette lumière qui est autour de nous et cette matière dont vos corps sont faits, ne sont pas si différents que ça. La matière elle-même est faite de petits paquets d'énergie. Donc la matière elle-même obéit aux lois du monde quantique. Rien que pour ça, de Broglie a vécu le rêve de tous les doctorants de la planète, à savoir recevoir 7 ans plus tard le prix Nobel pour sa thèse. C'est quand même pas mal. Un des pères fondateurs de la physique quantique s'est immédiatement emparé de cette idée et il s'est mis cette tâche d'essayer de découvrir, grâce à ça, le fonctionnement de l'ensemble du monde du tout petit. Et figurez-vous qu'il a réussi. Il a trouvé une équation qui s'appelle l'équation de Schrödinger, qui décrit la façon dont se comportent toutes les particules de notre univers. Il a un petit peu fait, si vous voulez, pour le monde du minuscule, ce que Newton avait fait pour le monde qui nous entoure. Si vous tirez une flèche, Newton vous dit où elle va tomber. Si vous lancez une particule, Schrödinger vous décrit ce qu'elle va devenir. Manque de peau, les particules, dans le monde du tout petit, c'est pas comme des flèches, c'est même pas comme des petites balles. Il faut à la place imaginer une sorte de nuage avec plein de mini-balles partout, qui sont soit là, soit pas là, qui existent, qui n'existent pas, qui sont superposées en même temps et qui sont un petit peu partout. L'équation de Schrödinger nous décrit comment ce nuage-là va évoluer dans le temps. Et ce qu'il a trouvé est extrêmement bizarre. Pour vous donner une idée de ce que cela voudrait dire dans notre monde à nous, il a conçu une expérience de pensée qui s'appelle l'expérience du chat de Schrödinger. L'expérience, la voici. Dans cette boîte, il y a un chat. Il dormait peut-être un petit peu. En tout cas, il y a un chat. Mais il n'y a pas que un chat. Il n'avait pas l'air très content parce qu'à côté de lui, Schrödinger a mis, moi aussi du coup, une substance radioactive. Alors une substance radioactive, c'est quoi ? C'est une substance qui peut se casser en deux. C'est pour ça qu'on vous a fait signer une décharge au premier rang. C'est parce que c'est radioactif là-dedans. C'est une substance qui peut se casser en deux spontanément, sans qu'on puisse prévoir à l'avance quand ça va avoir lieu. Donc il y a cette petite substance à l'intérieur, et celle que j'ai mise a une chance sur 2 de se casser, de se désintégrer entre maintenant et la fin de l'expérience. Mais il n'a pas fait que ça, Schrödinger. À côté de cette petite substance, il a mis un dispositif aussi ingénieux que sadique, qui fait que si jamais la substance se désintègre, un poison est libéré et le chat meurt. Si la substance ne se désintègre pas, le chat est tranquille. Les lois de la physique quantique nous disent que tant que je n'ai pas regardé à l'intérieur, tant que je n'ai pas ouvert la boîte, la substance radioactive s'est désintégrée et ne s'est pas désintégrée en même temps. Ce qui veut dire que le poison a été libéré et n'a pas été libéré, ce qui veut dire que le chat à l'intérieur n'est non pas mort ou vivant, mais mort et vivant. Ça paraît complètement absurde, je suis d'accord avec vous, mais c'est ce que disent les maths. Ils sont formels. Si les lois de la physique quantique telles qu'on les connaît sont valides,
Schrödinger, avec son équation, dit qu'il y a là-dedans un chat à la fois mort et vivant. Je vous propose qu'on vérifie tout de suite. Ah, déjà il n'est pas mort, c'est déjà bien, mais figurez-vous qu'il n'y en avait qu'un, comme vous y attendiez peut-être. Alors vous êtes peut-être aussi rassuré que le chat soit vivant et non pas mort, mais figurez-vous que moi ça me perturbe beaucoup qu'il n'y ait qu'un seul chat à l'intérieur. Parce que je crois aux maths, je crois à la physique qui est derrière, et si les maths disent qu'il devrait y avoir 2 chats à l'intérieur, la question c'est, il est passé où le chat mort? Il devrait être là, il n'est pas là, il est où? On peut croire ça aussi absurde, mais des scientifiques sont payés pour essayer de répondre à cette question. Et ils ont même été payés pendant des années. Schrödinger a fait cette expérience de pensée, il l'a publiée en 1935. Pendant une dizaine d'années après ça, même presque 20 ans, quasi tous les scientifiques de la planète ont cherché le chat mort. Jusqu'à ce que un jeune Américain du nom de Hugh Everett III arrive avec une solution complètement hallucinante. Il s'est dit que si Einstein et De Broglie ont raison, ce qui semble être le cas, donc la matière et la lumière sont quantiques, donc vu que notre univers entier est fait de matière et de lumière, il n'y a absolument aucune raison que l'univers tout entier ne soit pas lui-même quantique. Et donc, une superposition d'états lui-même, dans lequel il y a plein de possibles. Ce qui veut dire, c'est que au moment où j'ai ouvert la boîte, les 2 chats étaient dedans avant, et au moment où je l'ai ouvert, notre univers tout entier s'est scindé en 2. Dans un des 2, celui dans lequel on vivait nous, le chat était vivant. Dans l'autre, le chat était mort. Cet univers-là, c'est un univers parallèle au nôtre qui va vivre sa vie ad vitam aeternam. On m'a dit qu'à la fin d'un de ses cours sur la physique quantique, Einstein a dit à ses élèves « Si vous m'avez compris, c'est que j'ai pas été clair. » Eh bien, Hugh Everett III n'a pas eu le prix Nobel pour avoir publié ce papier pour sa thèse. Au contraire, il a abandonné la physique en se disant « c'est n'importe quoi ». Pourtant, il avait peut-être raison. Mais pour vérifier ça, à son époque, il aurait fallu pouvoir voir des atomes un par un, les voir dans des états superposés, et les expérimenter et les regarder. À son époque, expérimentalement, c'était complètement exclu. Mais pas à notre époque. À la fin des années 1990, dans les laboratoires de l'École normale à Paris, l'équipe du professeur Serge Haroche a réussi l'exploit de créer une expérience dite du type chat de Schrödinger. Pas avec un chat, mais avec des atomes, des gros atomes, et de la lumière. Et ce qu'il a vu dans son expérience, c'est que les atomes étaient dans des états superposés, l'équivalent d'un chat à la fois mort et vivant. Et il a même vu un de ces 2 états disparaître pour n'en laisser plus qu'un et donner d'une certaine manière naissance au monde auquel nous, on est habitués. Cette expérience-là lui a valu, il y a 3 ans, le prix Nobel de physique. On est parti de 1924 avec le prix Nobel de Louis de Broglie. On est arrivé en 2012 avec le prix Nobel de Serge Haroche en suivant une idée qui nous a fait traverser une époque et des territoires. Pourquoi est-ce que je vous ai raconté tout ça? Pourquoi est-ce qu'on a suivi les élucubrations de tous ces scientifiques à moitié fous qui annoncent que des chats sont à la fois morts et vivants, qu'il y a des univers parallèles partout? Est-ce que ça nous sert à quelque chose? Honnêtement, je comprendrais très bien que vous ne compreniez pas du tout pourquoi on se finance la recherche. Mais il se trouve que vous auriez tort. Des découvertes de De Broglie et de l'équation de Schrödinger sont nés tous les objets que vous utilisez aujourd'hui. Les ordinateurs, les téléphones portables, les lasers, quasiment tous les outils médicaux que vous pouvez trouver dans les hôpitaux. Et la découverte d'Haroche, alors me demanderez-vous, eh bien, figurez-vous qu'elle donne la possibilité d'une révolution industrielle, technologique. En réussissant à voir l'équivalent du chat mort et vivant, il a ouvert la voie aux ordinateurs du futur, qui s'appellent les ordinateurs quantiques. Un ordinateur quantique, c'est une machine qui utilise dans son cœur la superposition des états des atomes. Vous me suivez? Grâce à ça, ces petits atomes et ces machines sont capables de faire des calculs comme s'ils étaient simultanément dans des milliards d'univers parallèles. Ce qui veut dire qu'un seul de ces ordinateurs-là ferait ressembler quasiment l'ensemble de tous les ordinateurs qu'on a aujourd'hui à des bouliers. Ce serait aussi primitif que ça. La recherche fondamentale est une discipline qui est assez discrète, parfois même complètement silencieuse. Pourtant, elle est à la source de révolutions. Et les génies qui sont derrière peuvent naître un petit peu partout, ici ou ailleurs.
dame à Paris s'en allait faire des courses. Mais elle avait oublié son manteau et revint le chercher. Quand elle eut son manteau, le téléphone sonna. Elle s'arrêta donc pour répondre et parla quelques minutes. Pendant que la femme était au téléphone, Daisy répétait pour une représentation à l'Opéra de Paris. Et pendant qu'elle répétait, la femme qui avait raccroché était sortie prendre un taxi. Or, un chauffeur de taxi qui avait déposé un client s'était arrêté pour boire une tasse de café. Et pendant tout ce temps, Daisy répétait. Et ce chauffeur de taxi, qui avait déposé son client et s'était arrêté pour boire sa tasse de café, prit la dame qui allait faire ses courses et avait raté le taxi précédent. Le taxi dut s'arrêter parce qu'un homme traversait la rue. Il était parti au travail 5 minutes plus tard qu'il le faisait d'habitude parce qu'il avait oublié de mettre son réveil. Pendant que cet homme, en retard pour le travail, traversait la rue, Daisy avait terminé sa répétition et prenait une douche. Et pendant que Daisy se douchait, le taxi attendait devant une boutique que la dame aille prendre un paquet qui n'avait pas encore été enveloppé parce que la jeune fille qui était censée l'envelopper avait rompu avec son petit ami la nuit précédente. Et avait oublié. Quand le paquet fut enveloppé, la dame qui était remontée dans le taxi fut bloquée par une camionnette de livraison. Pendant ce temps, Daisy s'habillait. La camionnette de livraison s'en alla et le taxi put démarrer. Pendant que Daisy, la dernière habillée, attendait une de ses amies qui venait de casser un de ses lacets. Pendant que le taxi était arrêté à attendre au feu, Daisy et son amie sortirent par l'arrière de l'opéra. Et si seulement une chose s'était passée différemment, si ce lacet n'avait pas cassé, ou si cette camionnette de livraison avait démarré plus tôt, ou si ce paquet avait été enveloppé et prêt parce que la jeune fille n'avait pas rompu avec son petit ami, ou si cet homme avait mis son réveil et s'était levé 5 minutes plus tôt, ou si ce chauffeur de taxi ne s'était pas arrêté pour boire une tasse de café, ou si cette dame avait pensé à son manteau et était montée dans le premier taxi, Daisy et son ami auraient traversé la rue et le taxi serait passé. Allô, la réception? Oui? Mais la vie étant ce qu'elle est, une série d'existences et d'incidents qui s'entrecroisent, que personne ne peut maîtriser. Ce taxi ne passa pas, et ce chauffeur fut momentanément distrait. Et ce taxi renversa Daisy. Vous voulez que vos pensées soient plus puissantes? Développez la volonté. La volonté. Une faculté mentale qui vous donne l'habilité de vous concentrer. Je vais vous donner une analogie qui vous sera familière. Ça sera exactement la même chose. Vous allez dehors, lors d'une journée ensoleillée. Vous avez tous déjà fait ça lorsque vous étiez un petit garçon ou une petite fille. Prendre une loupe. Et vous aviez peut-être une feuille de papier ou une feuille d'arbre. Peut-être même juste votre main. Et vous prenez le soleil. Et vous mettez la loupe entre le soleil et l'objet. Et vous pouvez allumer un feu comme ça. Comment? Vous augmentez l'amplitude de vibration. Les rayons deviennent beaucoup plus puissants. Ils deviennent plus chauds. Et instantanément. Prenons une bougie. Supposons qu'il y a une indication là-bas, au fond contre le mur. On éteint toutes les lumières, on allume la bougie, et je vous demande de lire l'indication sur le mur. Vous direz que vous n'en êtes pas capable, et je vous demanderai pourquoi, et vous répondrez qu'il n'y a pas assez de lumière. Ça semblerait être la bonne réponse. Mais c'est faux. La raison pour laquelle vous n'êtes pas capable de lire l'indication, c'est parce que la lumière n'est pas dirigée en direction de l'indication. Maintenant, si je prends exactement la même puissance que la bougie, et que je la confine dans une lampe de poche, et que je tiens la lampe de poche en direction de l'indication, vous serez capable de lire avec facilité. Lorsque la bougie est là, un peu de lumière va là et là, il y en a partout. Mais lorsque je confine la même puissance dans une lampe de poche, je maintiens cette énergie, et je la dirige en direction d'un point donné. Elle devient beaucoup plus puissante. Vous serez capable de lire les indications facilement. Assez de lumière, mais mal dirigée. Nous avons assez de pouvoir, mais nous le dirigeons mal. On pense à trop de choses non importantes. Nos cerveaux vont dans tous les sens. L'individu moyen a plus d'idées dans la minute que vous en trouverez dans l'encyclopédie britannique. C'est juste une perte de contrôle totale. Maintenant, lorsqu'on parle de la loi de la vibration, on commence ici, et ça dit que la loi de la vibration explique la différence entre l'esprit et la matière, entre l'état physique
et l'état non physique de tout ce qui existe dans l'univers, ce qui vous inclut. Donc ici, on parle de ce qui est non physique, ici, ce qui est non physique, et ici de ce qui est physique. Maintenant, cette partie non physique de votre personnalité est l'endroit où la magie mentale prend place. On appelle ça nos outils créatifs. Et c'est ce facteur intellectuel que nous voulons développer. Et en le développant, ce que nous faisons, c'est augmenter notre niveau de conscience. Donc si on revient ici, ça dit que sous la loi de la vibration, on trouve que tout vibre. Rien ne se repose. Tout est dans un état constant de mouvement. L'inertie n'existe pas. De ce qui est mental ou matière physique les plus grossières, tout est en vibration. Ce lutrin est fait en... Je suppose que c'est du plastique. Par contre, il paraît être solide, mais ce n'est pas le cas. Si vous regardez dans un microscope, vous verrez des particules d'énergie bouger. Et bien sûr, ça sera exactement la même chose avec toutes les formes physiques que vous pouvez regarder à travers un microscope. Maintenant, j'en ai parlé dans beaucoup de mes séminaires, que les ondes de pensée sont des ondes cosmiques qui pénètrent tout temps et tout espace. Ce n'est pas un accident, c'est lorsque vous êtes à Paris, aux Champs-Élysées, ou peut-être à la rue Oxford, à Londres en Angleterre, et qu'une personne que vous aimez pourrait par exemple être assis au Colorado Springs, et ils se concentrent réellement, quelque chose se passe à la maison, et ils veulent vraiment que vous appeliez à la maison. Tout d'un coup, vous avez le sentiment que vous devez appeler à la maison. Mais lorsqu'on dit sentiment, on parle de vibration. Leurs ondes de pensée sont en résonance ou en vibration harmonieuse sur la même fréquence que certaines cellules dans votre cerveau. Et lorsque l'onde de pensée touche vos cellules du cerveau, ça crée une vibration en vous. Vous appelez ça un sentiment. Vous avez le sentiment que vous devez appeler à la maison. Et vous appelez à la maison. Et ils répondent « Oh, merci mon Dieu, on voulait te parler. » Est-ce que vous pensez que c'est un accident ? C'est une loi absolue. Vous étiez accordé à l'autre personne. Maintenant, laissons les lignes qui sont ici représenter les niveaux de vibration. Ou on peut aussi appeler ça différemment, les niveaux de conscience. Maintenant, nous allons prendre la ligne du bas. On va la faire un peu plus grosse. Ajouter 2 flèches. Et ensuite, nous allons écrire le mot self. Maintenant, en dessous, on va écrire le mot simple. Maintenant, tout ce qui est en dessous de cette ligne fera référence à l'état simple de conscience. Cette ligne fait référence, et tout ce qui est au-dessus aussi, fait référence à un état de conscience de soi. Maintenant, ce dont nous avons à faire, c'est différents niveaux de vibration et de conscience. Un animal est dans un état simple de conscience. On pourrait avoir un petit chien ici sur scène, le chien saurait qu'il est sur scène, mais il ne sait pas qu'il le sait. Un chien opère comme vous et moi le faisons, avec des facteurs sensoriels. Et ces facteurs sensoriels sont là pour aider la personne à communiquer avec le monde extérieur. Mais ils n'opèrent pas avec un facteur intellectuel. Ils opèrent avec l'instinct, ce qui est parfait. Donc le chien sait, mais il ne le sait pas. Il est capable d'utiliser ses facteurs sensoriels pour regarder le monde extérieur, mais il ne peut pas regarder son monde intérieur. Vous et moi avons l'habilité créative de regarder notre monde intérieur. Et nous sommes dans ce que nous pouvons appeler un état de conscience de soi. Nous sommes conscients de notre monde subjectif et de notre monde objectif. Maintenant, il y a plusieurs degrés de conscience, jusqu'à ce que vous atteigniez un état supérieur, qui s'appelle la conscience divine ou cosmique. Peu importe quel mot vous choisissez, c'est la conscience divine ou la conscience cosmique. Toutes les religions qui ont maintenu leur équilibre, sur n'importe quelle durée, sont construites sur la promesse que nous ferons un jour, plus qu'un avec notre Créateur. Que nous atteignerons cet état supérieur, ou aussi appelé l'état de conscience divin. Nous serons conscients de notre unité avec ce pouvoir. Maintenant, vous trouverez des gens qui ont un niveau de conscience qui est très bas. Ils sont ici en bas. Du coup, ils ont un niveau très bas de ce qu'on appelle la conscience. Maintenant, la conscience dicte comment la personne vit. À chaque fois que je mentionne ça, je me rappelle de la première fois où j'ai eu l'occasion d'aller au centre-ville à Chicago.
J'habitais à Gainesville et j'étais sur la voie express. En avançant à l'avenue Michigan, j'ai vu des gens couchés dans le caniveau. Ils étaient totalement crasseux. Maintenant, ces gens vivaient quasiment dans un état animal. Quasiment. Et vous pourriez dire, mais ils sont stupides. Mais non, ils ne sont pas stupides. Certains d'entre eux ont des diplômes en médecine ou en business. Ce qu'ils avaient, c'est un niveau de conscience peu élevé. Mais ils peuvent avoir un intellect bien développé. En savoir beaucoup ici, mais malgré tout avec de faibles vibrations. Ils ne vivent pas ici parce qu'ils le veulent. Ils vivent ici parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment changer ça. Vous trouverez ensuite des personnes, certains sont plus âgés et d'autres sont assez jeunes, et ils ont un haut niveau de conscience. Ils ne sont pas ici en bas avec leur conscience. Ils ont un niveau de conscience très élevé. Et ils ont un très très haut niveau d'awareness. Maintenant, ces gens, ils ont un niveau de vibration phénoménal. Leur énergie, vous vous sentez trop bien avec eux. Il y a quelque chose qui vous attire chez eux. Vous n'êtes pas certain de ce que c'est. Vous voyez, vous n'étiez pas capable de le définir, parce que c'est une vibration. Il est très rare de voir ces gens s'énerver. Vous les verrez très rarement excités ou déprimés. Ils ont appris comment garder un magnifique équilibre. Tout ce qu'ils font, ils semblent le faire très très bien. Ils sont très créatifs. Ils savent comment obtenir des résultats. Ils savent comment rester sur la bonne voie et ne pas laisser les suggestions qui viennent du monde extérieur les déboussoler. Maintenant, vous et moi vivons quelque part entre ici et ici. Maintenant, supposons qu'une personne est à ce niveau de conscience. La seule chose que cette personne peut attirer, c'est ce qui se trouve sur ce niveau, ou sur cette fréquence. Conscience, vibration, fréquence, on parle de la même chose. Si une personne gagne, disons, 25 000 $ par année, ils ne gagnent pas 25 000 $ par année parce qu'ils veulent 25 000 $. Ils gagnent 25 000 $ parce qu'ils ne sont pas conscients de comment gagner 50 000. Si une personne souffre de maux de tête, elle ne souffre pas de maux de tête parce qu'elle le veut. Elle souffre d'un maux de tête parce qu'elle ne sait pas comment l'éliminer, ce maux de tête. Si une personne est seule et peu entourée, elle n'est pas seule et peu entourée parce qu'elle le veut. Elle est seule et peu entourée parce qu'elle ne sait pas comment changer ça. Ce que vous et moi cherchons réellement, c'est un plus haut niveau de conscience.